Agir et non agir. Nous sommes nés pour agir, s'exclame Montaigne en prélude à ses essais. S'engager dans la vie signifie, par définition, agir. L'être humain a besoin d'agir sur le réel pour le façonner, le transformer, et il en tire satisfaction. Ce besoin est l'une de ses caractéristiques propres, un trait distinctif le différenciant des animaux qui, quand ils bâtissent leur terrier, nid ou ruche, ne répondent pas à un principe de plaisir, mais obéissent à un instinct de survie. L'homme, lui, au-delà de sa survie, a besoin de s'investir dans un travail, dans une action, dans une création. L'inactivité lui pèse au sens littéral du terme. Elle l'écrase, l'ennuie, l'empêche de se sentir totalement lui-même. Un homme qui ne fait qu'attendre dans l'oisiveté que le temps passe vit avec un goût d'inaccomplissement. Il ne peut pas développer son humanité dans toute sa richesse. Cette particularité se révèle dès la petite enfance quand, aussitôt qu'il commence à se déplacer, même à quatre pattes, l'enfant peut passer des heures à jouer avec des objets ou des éléments qu'il déconstruit ou reconstruit. Un peu plus tard, il s'investit dans les constructions de toutes sortes, comme dans celle des châteaux de sable par exemple, un jeu qui l'amuse bien plus que la plupart des jouets que l'on trouve dans le commerce, rapidement consommés puis abandonnés. Travailler, agir sur le réel est un élément indispensable à notre bien-être et, plus encore, à la croissance de notre être. Je n'entends pas par travail uniquement ce qui nous permet de gagner de l'argent pour vivre, mais toute tâche, toute production dans laquelle nous nous investissons. La cuisine, le jardinage, le bricolage, la couture, une activité manuelle ou intellectuelle, une œuvre associative. En somme, tout ce qui nous permet de répondre à ce besoin essentiel à notre équilibre. Agir sur le monde en le marquant de notre propre intériorité, se sentir un agent d'évolution du réel qui nous entoure. En modelant cette réalité, nous la rendons moins étrangère à notre être, à nos goûts, à nos valeurs. Nous l'apprivoisons. Un cadre imprime son savoir-faire sur les dossiers qu'il traite. Un employé s'organise et innove pour effectuer son travail dans les meilleures conditions possibles. Celui qui repeint sa chambre sait, quand sa journée est achevée, qu'elle a été productive, qu'il a agi, qu'il a avancé en faisant évoluer le réel. Son temps n'a pas été vain. Il ne l'a pas perdu. Le travail est la seule chose délicieuse et qui suffit, écrit le philosophe Alain. J'entends le travail libre, effet de puissance à la fois et source de puissance. Encore une fois, non point subir, mais agir. Ce plaisir est dans tout métier car l'ouvrier invente et apprend toujours. La plupart des courants de spiritualité et de sagesse n'ont pas été ignorants de cette vérité qu'est l'épanouissement de l'esprit par le travail. Au VIe siècle, Benoît de Nursie, le principal législateur de la vie monastique en Occident, rédigeait sa célèbre règle de vie des moines, suivie encore aujourd'hui par de nombreux ordres comme les bénédictins, les cistériens et les trappistes qui vivent dans la réclusion et la prière. Élevant le travail en valeur cardinale, le père du monachisme chrétien occidental a dénoncé l'oisiveté comme étant l'ennemi de l'âme, précisant « C'est alors qu'ils seront vraiment moines, lorsqu'ils vivront du travail de leurs mains, à l'exemple de nos pères et de nos apôtres. » Plus près de nous, au XVIIe siècle, Baruch Spinoza nomme ce besoin de travail la puissance d'agir, qui, dit-il, accroît la puissance d'exister. Pour le philosophe hollandais, l'humain se réalise dans l'action, c'est-à-dire dans la capacité à engendrer des effets dont nous sommes nous-mêmes la cause. Spinoza estime ainsi que l'action est comme la nature même de l'homme, sa seule essence. A l'inverse, la passivité est signe d'impuissance, donc d'insatisfaction. Et il affirme que la joie, un concept central de la pensée, s'accroît naturellement quand la puissance d'agir et son corollaire, la puissance de penser, se développe chez un individu. Le besoin de travailler, c'est-à-dire d'avoir une action sur le monde, revêt de multiples formes dont l'aboutissement ultime est, à mon avis, la créativité au sens artistique du terme. Le créateur ou l'artiste ne se contente pas de produire un objet utile, mais il investit cet objet de sa subjectivité, de son ressenti personnel, il va incarner dans son œuvre son idéa, c'est-à-dire le projet, la vision qu'il porte en lui et dans laquelle d'autres vont se retrouver, car la création artistique, acte gratuit, sans utilité réelle, est une activité symbolique qui s'adresse au plus profond de l'être. D'ailleurs, pour la qualifier, nous utilisons le langage du cœur et de l'âme. Face à une œuvre d'art, nous nous déclarons émus, touchés, bouleversés.
Ce n'est pas l'usage que nous pouvons en faire qui nous interpelle, mais sa dimension esthétique et symbolique gratuite. Nous sommes tous des créateurs. Nous avons tous, au plus profond de nous, une dimension artistique que nous laissons s'exprimer, ou au contraire que nous inhibons, souvent par crainte du jugement des autres, de ce regard dont nous redoutons, qu'il ne porte pas seulement sur notre œuvre, mais aussi sur notre être profond, sur l'esprit et l'essence qui nous sont propres et qui s'expriment à travers cette œuvre. J'ai attendu d'avoir 30 ans pour oser me mettre au piano, puis d'en avoir 40 pour écrire mon premier roman, alors que ce sont deux activités artistiques que je rêvais d'exercer depuis l'enfance. Mais j'avais plus ou moins consciemment peur du jugement des autres. Tant de personnes écrivent avec talent et jouent si bien du piano. Il m'a fallu faire un long travail de détachement de l'ego pour me lancer et ne plus craindre l'opinion d'autrui. Quel temps perdu à cause d'un manque de confiance en moi et d'un ego mal placé. Laissons s'épanouir le potentiel créatif qui est en nous et qui peut se manifester de manière très diverse. C'est le potentiel de l'artisan qui produit certes des tables ou des chaises à la chaîne, mais qui, au fond de son atelier, crée aussi le meuble qu'il aime, et qu'il vous montrera avec une fierté et une émotion très particulière. C'est le jardinier qui, à côté de ses carrés de choux ou de carottes, va consacrer une partie de son jardin à la beauté des fleurs. Chacun de nous, à sa manière, peut s'employer à créer le beau à côté de l'utile, et, ce faisant, connaîtra l'ivresse du processus créatif. Cependant, et quels que soient les bénéfices du travail et de la création, nous devons apprendre à éviter un écueil, celui de l'hyperactivité, qui est la démesure de l'action et qui est tout aussi néfaste que l'absence d'action. Dans notre monde où tout va très vite, nous sommes stimulés en permanence. Nous voulons répondre à toutes les demandes, être performants partout, au travail, au foyer, dans la vie sociale. Nous ne lâchons plus notre téléphone portable, nous vivons le nez rivé à notre ordinateur. Et les enfants à leur console de jeu. Or, de la même manière que l'équilibre entre veille et sommeil nous est vital, notre être intérieur a, lui aussi, besoin de repos, de détente. Se reposer ne signifie pas seulement dormir. Se reposer, c'est aussi flâner, regarder les arbres ou les vitrines, se livrer à une occupation inutile, futile, simple, légère, non programmée, sans but ni objectif précis, dans la gratuité d'un moment où nous nous relâchons entièrement, corps et esprit. Cette espèce de rêverie peut se goûter partout où l'on peut être tranquille, et j'ai souvent pensé qu'à la Bastille, et même dans un cachot où nul objet n'eût frappé ma vue, j'aurais encore pu rêver agréablement, écrit Jean-Jacques Rousseau, dans l'un des plus beaux passages de ses rêveries. Et d'expliciter en quoi consiste cet état, quand de légères et douces idées, sans agiter le fond de l'âme, ne font pour ainsi dire qu'en effleurer la surface. Il n'en faut qu'assez pour se souvenir de soi-même en oubliant tous ces mots. Mon ami Jean-Claude Carrière, homme talentueux aux activités multiples, m'a confié un jour sa méthode. J'espère qu'il ne m'en voudra pas trop de la dévoiler ici. Chaque année, quand il reçoit son nouvel agenda, il l'ouvre au hasard et barre une dizaine de journées réparties au long de l'année. Des journées durant lesquelles il s'astreint à ne prendre aucun rendez-vous. Ce sont, me dit-il, des plages de temps qui lui appartiennent. 24 heures durant lesquelles il peut dormir, lire, flâner, se retrouver face à lui-même, placer ses obligations entre parenthèses. D'autres personnes préféreront regrouper ces journées cadeaux en longs week-ends ou en quelques semaines par an, de vraies vacances. Peu importe le rythme ou la modalité. L'essentiel est de savoir s'accorder du temps de répit à notre époque où l'activité et le travail sont omniprésents. Nous craignons les moments de détente totale parce que nous les percevons comme un temps perdu. Apprenons, au contraire, à les percevoir comme du temps gagné. C'est quelque chose que j'ai progressivement compris et mis en pratique. Ma vie professionnelle est très intense et dispersée entre des activités dans les médias et celles de recherche d'écriture, et je dois sans cesse faire face à de multiples urgences. On me demande souvent comment je parviens à tout mener de front. Ma réponse reste invariable. C'est parce que je prends aussi le temps de ne rien faire. J'ai vitalement besoin de nature et je passe depuis 20 ans la majeure partie de mon temps à la campagne, loin de Paris. Je me promène tous les jours dans la nature, sans but précis, et je regarde mon chat chahuter avec ma chienne. Je lis l'équipe et je joue au tennis ou au foot. Lors de ces intervalles de décompression, mon esprit se ressource, se régénère, de telle sorte que lorsque je m'installe à ma table de travail, mon efficacité est décuplée. Quel bonheur d'écrire en 3 heures dans l'enthousiasme ce que j'aurais sans doute mis 3 jours à produire en l'état de fatigue psychique.
S'il importe de s'engager complètement dans la vie et d'être actif, cet engagement et cette action ne peuvent se réaliser de manière féconde et profitable que grâce à une mise à distance. C'est l'un des équilibres fondamentaux de la vie.